Bonjour à tous et bienvenue sur Séries et Jeux vidéo. Si vous me suivez, vous connaissez mon travail et vous savez en quoi consistent en général mes critiques d'épisodes de Game of Thrones chaque semaine. Je colle en général à la structure de l'épisode pour analyser son contenu et ce qu'impliquent les événements. Cette semaine, j'ai décidé de faire quelque chose de totalement différent pour une raison principale. J'ai regardé 7 épisodes et 2 personnalités en moi totalement opposées ont lutté pour déterminer si j'avais aimé ou non cet avant-dernier épisode de la série. Vu que j'arrive un peu tard dans la ronde des critiques de l'épisode, retrouvez en fin de vidéo mes théories pour l'épisode à venir avec tout ce que je pense possible pour la fin de l'aventure. Mais ne perdons pas de temps, je vais tout vous expliquer. C'est parti, générique. L'épisode débute sur une Daenerys isolée, visiblement perdue dans des pensées qu'elle ne maîtrise pas, et selon moi, elle est en train de mettre en place une stratégie qui va la conduire à résoudre les problèmes qui l'inquiètent avant tout, les trahisons qui s'accumulent autour d'elle. On est bien tous d'accord sur ce point, les 3/4 des trahisons qu'elle imagine ne sont que dans sa tête, et tous les protagonistes qui tournent autour de la reine n'ont qu'une idée en tête, la protéger et potentiellement protéger le monde entier des conséquences que pourraient avoir ses agressions contre sa personne. J'ai vu beaucoup de critiques sur cet épisode sur internet et beaucoup s'étonnaient de ce basculement de Daenerys vers une folie si exagérée et des actes incompréhensibles. Je vais d'abord essayer de m'appuyer sur du concret pour démontrer ma logique. Quels sont les symptômes d'un psychopathe selon la médecine ? Tout d'abord l'indifférence froide. Petit à petit, cette reine qui est qualifiée aujourd'hui de briseuse de chaînes a démontré son empathie pour ceux qui souffrent et pour les plus faibles en général. Parce qu'elle retrouvait dans ses victimes du pouvoir les souffrances qu'elle avait dû subir par son frère dans sa recherche du pouvoir sans aucune vergogne face aux conséquences. Son passage à Qarth puis à Astapor marque le point d'orgue de sa volonté de régner pour le bien du plus grand nombre et surtout pour les opprimés qui ont une tendance à la traiter comme une mère, ce qui renforce son estime de soi et met en place en elle le sentiment qu'elle est visiblement au-dessus des autres et qu'elle aurait peut-être une destinée bien plus grande devant elle. L'arrivée à Yunkai puis à Meereen marque un tournant dans la construction psychique de la reine parce qu'elle est confrontée pour la première fois depuis qu'elle a touché au pouvoir à la frustration. La rébellion de Meereen en est l'exemple le plus parlant parce qu'elle pensait résoudre une partie de ses problèmes en accordant au peuple cet opium qui allait détourner son attention et la laisser fidéliser son pouvoir sur la ville. Encore une fois, après avoir été victime de trahison à Qarth et avoir frôlé l'assassinat, elle se retrouve face à une trahison de son conseiller et ami le plus fidèle, Jorah, qui la pousse pour la première fois à s'isoler totalement dans des pensées qui vont la perdre petit à petit. Sa fuite de Meereen, après une nouvelle trahison, est le premier vrai tournant de sa psychose à mon avis. Elle est laissée seule dans les étendues d'Essos et se retrouve emprisonnée dans le cale des veuves où elle commence à perdre le contrôle dans sa relation avec le feu et sa puissance purificatrice. Elle sait qu'elle en sortira propre de toutes les agressions dont elle a été victime et qu'elle pourra, comme après son passage dans le bûcher de Drogo, repartir sur un nouveau chemin en montant d'une marche dans le pouvoir. De retour à Meereen, après ce passage de frustration, elle décide de reprendre la ville qui est assaillie par les maîtres esclavagistes. Comme je le disais, ce moment est le point clé de l'évolution du personnage et Tyrion le constate déjà à l'époque parce qu'il tient face à elle le même discours qu'il va tenir pendant les 3 saisons qui vont suivre. Elle emprunte petit à petit le chemin de son père et son attitude montre des signes d'indifférence pour les victimes potentielles de ses actes. Il tente de la prendre par les sentiments en touchant la corde sensible de la famille, mais regardez sa réaction à ce moment, elle est totalement indifférente et ses tentatives auraient normalement touché à peu près n'importe qui de sain d'esprit psychologiquement. Cet épisode est terriblement traumatisant, mais il se déroule peu de temps avant la construction de son alliance avec les Greyjoy et son départ pour Westeros. Elle est une personnalité instable, avec dans sa main le pouvoir de destruction massif de 3 dragons. L'irresponsabilité. L'irresponsabilité est le deuxième symptôme d'un psychopathe, mais sa position de reine légitime pour le trône de fer, la construction d'une armée et l'obtention d'une arme telle que 3 dragons la placent comme un leader. Et un leader est en soi le détenteur des règles et des pouvoirs, ce qui complique un peu la possibilité de mettre en avant son irresponsabilité parce que sinon énormément de chefs d'État seraient qualifiés de psychopathes. Difficulté de maintenir une relation avec autrui. Concrètement, l'état de son entourage au niveau où nous en sommes parle de lui-même. Elle est complètement esseulée, le peu d'amis qu'elle avait réussi à se faire s'est éteint avec la disparition de Jorah et Missandei, et ceux qui restent ne sont pas vraiment des amis. Tyrion n'est que son conseiller, Jon est un amour aujourd'hui perdu, et Vergris n'est que le général de son armée. Intolérance à la frustration. L'intolérance à la frustration est le symptôme le plus flagrant chez Daenerys et les méthodes qu'elle emploie sont clairement totalement déséquilibrées. Son seuil de résistance à la frustration s'est construit par une vie remplie de multiples frustrations. Pour beaucoup, ces frustrations légitiment ses réactions, mais je vois plutôt ça dans le sens inverse. Son impuissance à régner dès le départ la place dans l'incapacité de montrer cette tendance. Mais petit à petit, en gagnant du pouvoir,
et les armes qui accompagnent ce pouvoir, on peut remarquer que cette tendance s'installe progressivement dans ses réactions qu'elle va assumer de plus en plus au fil de l'aventure. Assistée complètement impassible à la mise à mort de son frère d'une manière extrêmement douloureuse, l'exécution des maîtres à Astapor avec le passage par le feu d'une bonne partie des dirigeants, le passage par le feu encore une fois des Khal parce qu'elle est dans une position incertaine, la crucifixion des maîtres à Meereen sans aucune pitié, l'exécution de l'esclave qui avait assassiné une fils de la Harpie, nourrir ses dragons avec un maître de Meereen, l'exécution des Tarly contre l'avis de Tyrion qui prenait une décision plus mesurée, l'exécution de Varys dans le dernier épisode et finalement le passage de toute la ville de Port-Réal par le feu du dragon. Toutes ces décisions sont extrêmes et même si certaines sont justifiées par des raisons louables ou accompagnées de décisions qui atténuent le geste, elles restent quand même des exécutions impitoyables face à des résistances qui l'auraient éloigné du pouvoir, qui l'auraient fait passer pour faible ou qui auraient remis en cause sa légitimité sur le trône. Absence de culpabilité. De la même manière, elle montre dans la totalité de ses décisions une absence totale de culpabilité et les justifie en général par son droit légitime au trône qui n'était d'ailleurs pas si légitime que ça au départ de l'histoire. Elle est la fille d'Aerys II, d'accord, mais son père a été écarté du trône par une rébellion de la famille Baratheon. Qu'elle décide de monter une armée pour contester cette prise de pouvoir est compréhensible, mais sa position de reine légitime est quand même difficile à tenir. Bien sûr, elle se positionne derrière un principe d'égalité et de remise en cause de l'esclavage, mais je vois plutôt ça comme un pare-feu pour dissimuler sa vraie motivation qui est tout simplement de reprendre par le feu et le sang ce qui lui a été retiré. Tendance à blâmer autrui. Elle se positionne depuis les débuts de l'aventure comme la victime de nombreux traîtres qui l'ont empêché de réclamer ce qu'elle estimait être son droit. Elle arrive dans le Khalasar de Drogo et remet en cause les règles de la société des Dothraki. Elle arrive à Qarth et remet en cause les réticences de ces marchands qui n'ont qu'une motivation de protéger leur ville contre un peuple qui est connu comme étant violent et criminel et qui au final pille littéralement la ville, ce qui leur fournit les moyens pour acheter les navires. Elle arrive à Astapor et remet là aussi le fonctionnement de la cité en cause, avec une justification légitime de libérateur des esclaves, d'accord, mais elle s'attaque au fondement d'une société. Maintenant que j'ai tenté de placer le contexte, je pense que ses décisions et ses actes jusqu'à maintenant, et spécialement depuis la saison 5 et la rébellion larvée des fils de la Harpie à Meereen, tout ça est le point de départ qui l'a fait perdre pied avec les idéaux qu'elle avait en construisant son pouvoir. La trahison de Varys est le premier pas de cette journée et l'apparition progressive de Drogon sortant de l'obscurité derrière elle est un symbole de sa part sombre qui commence à sortir au grand jour. Elle tente de digérer la disparition de sa seule amie, sa confidente, et celle qui avait la possibilité de lui rappeler d'où elle venait et les actes qui avaient construit les débuts de son parcours. La voir disparaître a brisé en quelque sorte un des seuls liens qu'elle avait avec ce monde de bonté et d'amour face à la froide vérité de Westeros et l'accueil qu'elle a pu recevoir du Nord. Et le dernier lien qui pouvait la maintenir est brisé quelques secondes plus tard par Jon, qui comme d'habitude montre son manque d'intelligence et de diplomatie avec les autres. Il s'est construit à l'image de son père et son moteur est l'honneur et la parole donnée. Il ne se rend pas compte qu'en repoussant la dernière tentative de Daenerys devant cette cheminée, il la maintient dans cette paranoïa qui commence à s'installer dans son esprit. Mais quoi qu'il en soit, quand on s'attarde un peu sur le regard de la reine quand elle tente de provoquer la passion entre eux, on dirait un regard animal qui tente de provoquer le pauvre agneau. Et quand elle se sent clairement repoussée, son regard devient détermination et mépris. À ce moment, elle sait qu'elle ne sera jamais aimée sur ce continent, plus en tout cas comme elle avait été adorée en tant que Mhysa. Elle se dit que si elle ne peut plus avoir cet amour et la légitimité qui l'accompagne, elle prendra ce qu'elle veut et ce qu'elle estime lui être dû par la force et la peur. Et l'image de la reine sur son trône confirme ce sentiment. Elle domine et prend le pouvoir tout le long de la conversation avec Tyrion et Vergris. Tyrion tente une nouvelle fois, comme il l'a fait à Meereen, comme il l'a fait face aux Tyrell, comme il l'a fait à Winterfell, de modérer cette reine qu'il voit comme un animal enragé. À l'époque, il craignait qu'elle puisse agir de manière inconsidérée. Maintenant, il sait qu'elle est capable du pire et essaye d'amener ses idées avec les pincettes les plus fines qu'il peut utiliser en appuyant sur la corde sensible des esclaves de Meereen. Il utilise ses enfants comme il l'a fait avec Cersei devant les portes de Port-Réal. Mais comme contre Cersei, Daenerys n'a plus aucune attache émotionnelle et c'est un coup dans l'eau. Daenerys lui accorde sa requête concernant l'utilisation des cloches, mais les deux savent pertinemment qu'elle n'a dit oui que pour le calmer et qu'elle n'en tiendra absolument pas compte. Le départ de Tyrion est parlant. Il sait qu'il vient de se faire balader et elle ajoute par-dessus la dernière trahison qui vient de la famille Lannister et le fait que Jaime se soit fait attraper en chemin vers Cersei. Daenerys termine par une menace qui est plus ou moins une sentence. Elle sait qu'il va la trahir à nouveau, il sait qu'il va le faire lui aussi et c'est donc plus une promesse qu'une menace. Tyrion sera celui qui tentera dans le prochain épisode de s'allier avec Sansa et Jon pour renverser l'impératrice d'une manière ou d'une autre et il finira mal, c'est à peu près certain. À partir de ce moment, la machine est lancée et le parcours de cette maman avec sa fille sera le fil rouge qui nous fera vivre tous les événements qui vont suivre de l'intérieur. Une manière de nous impliquer dans un massacre d'êtres vivants et pas juste dans la destruction d'une ville impersonnelle.
tous les acteurs se mettent en place avec le rapatriement de toute la population des campagnes dans la capitale. La scène des adieux entre Tyrion et Jaime était une idée formidable parce qu'elle annonçait un épisode plein d'émotions. Les deux personnages qui s'étaient construits jusqu'à présent pour devenir meilleurs, pour obtenir la rédemption des fautes qu'ils avaient commises, pouvaient ici faire le point sur la fin de l'aventure et ce qu'il allait devenir de leur famille et la disparition éventuelle de leur sœur. C'est aussi une référence évidente à la saison 4 où Tyrion est libéré par ce même Jaime quelques heures avant son exécution. Cette scène est par contre totalement gâchée par tout un tas d'éléments qui auraient pu être ingénieux mais qui sont, comme tous les éléments de cette dernière saison, bâclés, sans aucun contexte ou aucune justification. Comment Tyrion, qui est en plein dans le viseur de sa reine, peut passer les gardes sans aucune difficulté et se retrouver seul avec Jaime? Comment Tyrion a pu récupérer cette clé pour libérer son frère? Bref, une scène qui aurait pu être intéressante et un twist qui aurait apporté à la trame principale, mais encore une fois, tout est précipité et tout perd en crédibilité, alors que quelques minutes d'habillage auraient suffi à rendre les choses parfaitement crédibles. À Port-Réal, les préparatifs de la bataille se précipitent. La tension monte d'un cran et les soldats comme la population accélèrent le mouvement, pressés par la tension de ce siège que tout le monde craint. Sandor et Arya sont en route pour leur destin, Jaime a réussi à s'infiltrer dans la ville et une nouvelle erreur évidente frappe quand on a une ou deux notions de stratégie. Un siège est sur le point de débuter. Toute la population vient se mettre à l'abri derrière les murs d'enceinte. Les archers sont sur les remparts, les balistes sont toutes prêtes à mitrailler le dragon, qui est la pièce majeure de l'armée adverse, et la compagnie dorée, cette armée qui a coûté à Cersei un nouveau crédit à la banque de Bravos, une armée qui fait partie de l'élite des troupes des deux continents. Cette compagnie d'élite est placée à l'extérieur des remparts, face à l'armée de Daenerys, dos au mur d'enceinte, en position idéale pour recevoir les tirs d'archers. Où est la logique de ce placement de troupes? Cersei avait peut-être des paiements en retard et elle voulait alléger les dépenses en se débarrassant des hommes de Strickland, parce que sinon je comprends pas du tout. On retrouve la femme et sa fille qui croisent le limier et Arya et qui, contrairement aux deux assassins, se retrouvent coincés contre la porte rouge, tout comme Jaime qui tente finalement un autre passage en bon connaisseur de la capitale. Yoren, en attente de la première attaque, se voit surpris par l'attaque en piqué de Drogon et Daenerys sur les navires. Le dragon va et vient le long de la flotte en esquivant les flèches des navires, des balistes sur les remparts avec l'efficacité d'un rouleau compresseur déversoir de flammes. Le dragon et Daenerys ont dû passer du temps à s'entraîner à l'esquive parce que Drogon est devenu littéralement intouchable. Il passe sans aucune difficulté les premières lignes de défense et ouvre une brèche en détruisant la porte d'entrée de la capitale, et en un seul passage, les 20 000 hommes de la compagnie dorée disparaissent littéralement à l'écran. Quelle efficacité pour Drogon qui en une semaine est passé de cible facile à arme de destruction massive. Encore une fois, un passage bâclé pour une idée qui aurait pu être exceptionnelle si quelques minutes d'habillage ou de contexte avaient pu être rajoutées. La porte est tombée, les troupes entrent dans la capitale et piétinent sans aucune difficulté l'armée qui est complètement submergée par les attaques des airs et cette percée totalement inattendue au sol. À ce moment, je vous préviens que je m'écarte de la meute qui s'est jetée sur cet épisode 5. La véritable bataille commence pour moi à ce moment précis où les troupes pénètrent dans la ville. Le chaos, la violence et les flammes se déversent sur des défenses qui n'étaient pas du tout prêtes à cet assaut. Les soldats et les murailles tombent et le massacre est déjà choquant de cruauté, mais la mort transpire à l'écran. Les troupes marchent irrémédiablement jusqu'au contact du gros de la garde royale. Tyrion est dévasté par cette vue morbide et espère encore que le massacre sera abrégé par le son des cloches signifiant la reddition de la ville. Les troupes de Port-Réal lâchent leurs armes et abandonnent les défenses. Jaime, de son côté, se lance dans une course éperdue pour mener à bien sa mission et couper court à ce conflit avant que cela se transforme en carnage. Daenerys est en rage et elle retient ses attaques comme elle l'avait promis finalement, et l'espoir naît dans tous les regards au moment où les cloches commencent à sonner. Un seul regard reste teinté de haine, de violence et de revanche. Daenerys est fixée sur le donjon rouge. Toutes les souffrances qu'elle a subies jusqu'à aujourd'hui lui traversent l'esprit une à une. Elle repense à ce trône qui lui était dû, à cette reine qu'elle déteste plus que tout, à ce qu'elle a vécu quand elle avait pris Meereen et que la rébellion larvée avait ruiné ses espoirs, et en une seconde, la dernière barrière qui la retenait se brise et le dragon qu'elle avait en elle depuis le début, celui que Barristan Selmy avait retenu à l'époque de Meereen, celui que Jorah et Missandei retenaient encore jusqu'à peu, ce dragon est tout simplement lâché sans aucune retenue au-dessus de la ville, exactement comme la vision de Bran. Et les flammes commencent à tomber irrémédiablement sur les rues de Port-Réal. Pas seulement sur les troupes Lannister, mais sur tout ce qui passe et qui vit dans cette cité. Personne ne sait comment réagir face à cette décision totalement impitoyable et incompréhensible pour les troupes au sol. Jon est désemparé d'assister à un tel drame, Davos et Tyrion se rendent immédiatement compte du drame qui est en train de se produire et qui
qui ne peut plus être stoppée parce qu'il n'y a qu'un seul dragon et que sa course est lancée et elle ne se terminera que quand la rage sera assouvie ou qu'il n'y aura plus aucune vie dans les rues de Port-Réal. Au sol, Vergris est pris de la même frénésie de mort et il lance lui-même le premier coup contre un soldat désarmé. Le sang gicle dans toutes les directions, la fumée et la poussière envahissent les rues et les soldats comme les habitants sont noyés dans un déluge de morts et de flammes. La ville est plongée dans une sorte de magma qui entraîne avec lui ça et là les poches de feu grégeois qui restent tellement inoffensives à côté de ça. Là où l'épisode 3 nous présentait la violence d'une armée de morts-vivants qui marchait sur Winterfell, cet épisode 5 nous montre que les hommes peuvent être aussi meurtriers et destructeurs que ces monstres qui étaient présentés comme la vraie menace de l'humanité. Le message de Martin dans son œuvre est que l'humanité est la seule vraie menace et que ça ne sert à rien de s'imaginer des monstres, des morts-vivants ou des sorciers surpuissants. Loin de cette bataille, dans la baie de Port-Réal, une scène nous rappelle qu'on se trouve quand même dans cette saison 8 bâclée et totalement ridicule par moments. Jaime et Euron se retrouvent au même endroit, au même moment, pour un affrontement final entre les deux prétendants de la sombre Cersei. Euron tombera mais provoquant 2 blessures fatales à son opposant. La scène est triste, pauvre, Euron est à des milliers de kilomètres de son personnage dans les romans et Jaime va pouvoir finir sa route dans les bras d'une Cersei abandonnée de tous. Après un court échange entre Sandor et Arya sur le fait qu'elle doit rester vivante pour assassiner la dernière vraie menace du dernier épisode, on découvre la scène qui était attendue par tous les fans, le Clegane Ball. La mise en scène à la Snyder, avec des teintes ambrées, une poussière et un lit de flammes au pied des tours remplit parfaitement son rôle. Le combat est épique et il entraîne finalement les 2 colosses dans les flammes avec le sacrifice de Sandor qui ne voit que cette solution pour éliminer ce Dark Vador boosté aux stéroïdes. La référence au combat entre Grégor et Oberyn Martell est astucieuse et très bien placée. La fin de l'épisode est un plan séquence qui nous retrace la fuite désespérée d'Arya qui esquive les mouvements de foule, qui se retrouve piétinée comme Jon l'avait été dans la bataille des bâtards, mais qui est finalement sauvée par la mère et sa fille qu'on suivait depuis le début de l'épisode. Cette scène nous fait vivre de l'intérieur la terreur de la population et le chaos qui règne au sol, alors que Daenerys et son dragon détruisent tout ce qui se trouve sur leur passage. On ne voit jamais Daenerys et je me doute que c'est pour rendre à l'écran la volonté de destruction impersonnelle, le geste et non la volonté d'une personne. J'aurais bien aimé voir son regard au moins une fois pendant l'épisode. Elle est la machine qui détruit sans aucune distinction, elle est la haine, la violence, le désespoir, la folie plus qu'une personne. La suite des événements nous montrera d'ailleurs très certainement une reine impitoyable qui règne comme le tyran qu'elle est devenue petit à petit et qu'elle personnifie à ce moment précis. Nyssa est morte et Daenerys, première de son nom, lui succède avec tout ce que ça implique de Targaryen et de folie destructrice. La mort de Jaime et Cersei n'est qu'un détail dans ce chaos et leur fin est d'une tristesse affligeante tellement elle est pitoyable et sans panache. On découvre finalement que cet enfant existait bien, mais que la prophétie s'est finalement concrétisée, une femme plus jeune et plus belle lui a pris son trône et elle a bien enterré 3 enfants puisque le dernier n'aura même pas vu le jour. Les dernières minutes avec Arya sont pour moi l'un des plus beaux moments à l'écran avec des scènes d'une poésie hallucinante où le chaos affronte le calme de la mort. La lumière transperce la fumée de ce charnier et un cheval qui a perdu son harnachement est placé là pour permettre à la mort de poursuivre sa route dans les cendres jusqu'à sa cible finale. C'est fini pour cet épisode, je sais que je vais provoquer des réactions violentes, mais si on enlève les 2 passages qui sont totalement ridicules et qui n'ont aucune crédibilité, à savoir l'évasion de Jaime avant la bataille et le combat qui sort de nulle part entre Euron et le même Jaime, j'ai littéralement adoré la mise en scène de ce 5e épisode, le malaise qui plane pendant la bataille face à ce carnage provoqué par une folie froide et implacable est rendu à la perfection. La souffrance des habitants de Port-Réal est palpable, la solitude et l'impuissance totale d'Arya dans sa fuite est prenante. C'est un des plus beaux épisodes de série auxquels j'ai pu assister dans ma vie et je pense qu'il va se passer du temps avant qu'une bataille n'atteigne ce niveau. Maintenant, si on parle de la trame de Game of Thrones, tous les événements de cette saison 8 sont totalement bâclés et ne servent qu'à battre à chaque épisode un record d'audience et de réaction sur Twitter. Parce qu'il n'y a pas de mauvais buzz, il n'y a que du buzz sur internet. Les showrunners ont souffert du syndrome de l'étudiant en médecine qui, en quelques mois d'études de quelques maladies, croit qu'il peut sauver le monde avec quelques connaissances qu'il vient d'acquérir. J.R.R. Martin a laissé les commandes à des Daenerys qui ont détruit par les flammes de la précipitation une fin que tous les fans attendaient depuis plusieurs années. Il reste un épisode mais mes espoirs sont bien minces et je vais quand même vous proposer mes théories pour le tout dernier épisode de cette saga qui nous a plongé dans le stress, la joie, la stupeur, la rage et la terreur depuis 8 saisons. Donc si vous voulez éviter les spoilers, passez votre chemin dès maintenant. Pour les autres, c'est parti pour encore quelques minutes. Le trailer qui nous a été proposé à la fin de l'épisode 5 est extrêmement court et j'ai vraiment eu l'impression qu'à la fin j'allais entendre quelques notes de la marche impériale de Star Wars, tellement le parallèle avec l'empereur était clairement assumé.
Selon toute logique, je pense que le clan Stark va resserrer les liens et Sansa, qui a certainement reçu comme d'autres seigneurs de Westeros un message de Varys qu'il était en train d'écrire peu de temps avant d'avoir été arrêté, Sansa va lancer de son côté une campagne de ralliement pour lutter contre cette nouvelle Mad Queen qui est tellement plus efficace dans la folie que son père. À Port-Réal, Daenerys, qui fera un discours de célébration de cette victoire, haranguera ses troupes pour les motiver à étendre son pouvoir dans les alentours et terroriser les peuples pour, comme elle l'avait dit elle-même, régner par la peur faute d'amour. Arya est restée dans la capitale et son regard exprime clairement la volonté qui la motive en ce début d'épisode. Elle veut éliminer cette reine qui vient en quelques minutes de rompre la balance entre la vie et la mort qui lui avait été enseignée dans sa formation des 100 visages. Est-ce qu'une délégation d'assassins avec Jaqen H'ghar pourrait être envoyée pour corriger ce problème? Je ne pense pas, parce qu'aucune nouvelle piste n'est lancée par la production et j'ai même des doutes sur une arrivée possible des troupes de Dorne pour s'opposer à l'armée Targaryen. Quoi qu'il en soit, Tyrion devra répondre de ses actes car Jaime aura disparu des geôles et les corps de la reine et de son frère n'auront pas été retrouvés. Est-ce qu'une exécution massive de tous les traîtres sera organisée en place publique avec un ultime Dracarys? Ou est-ce qu'en tant que main de la reine, Tyrion aura droit à un procès? J'aimerais vraiment un regroupement de tous les traîtres incluant Tyrion, Davos, Jon et quelques personnalités de Port-Réal destinées à être éliminées par les flammes de Drogon. Et quand Daenerys exécuterait elle-même la sentence, le dragon reconnaîtrait un maître mâle Targaryen qui supplanterait l'autorité de sa mère et Drogon refuserait. Jon pourrait alors se rapprocher de Daenerys en tant que légitime héritier Targaryen et éliminerait la reine comme un geste de salut pour son âme qui s'était éteinte au moment où les cloches se sont mises à sonner dans l'épisode précédent. Mais attendez, je vous ai dit ma théorie préférée, maintenant voici celle qui me semble avoir la logique complètement tordue de Weiss et Benioff. Je pense qu'un procès va être engagé contre Tyrion et à l'issue de ce procès totalement injuste et illégitime, il sera exécuté pour trahison et passé par le feu. Voir le déroulement de l'épisode 5 et l'acquisition par Arya de super pouvoirs depuis le début de cette saison 8, il paraît donc évident que c'est elle qui va assassiner la reine Daenerys en utilisant les techniques des 100 visages. Peut-être en feignant Vergris qui reste le seul homme de confiance de la reine. Pour finir, le trône de fer siégeant sur une capitale en cendres n'aura selon moi plus aucune valeur et la promesse de Daenerys de briser cette roue du pouvoir va bel et bien se réaliser car je vois bien un conseil des seigneurs qui se réunirait régulièrement pour décider des affaires importantes sur les ruines de la capitale pour ne jamais oublier les événements qui viennent de se produire. Sam deviendra alors peut-être le maître spécialisé dans ce génocide pour que la trace reste dans l'histoire comme dans les pierres de Port-Réal. La fin sera triste, elle poussera certains à s'exiler loin du pouvoir avec en premier Jon, qui pourrait repartir sceller son alliance avec les Sauvageons et retrouver ce pauvre gosse qui avait tellement été maltraité. Arya, si elle est toujours vivante, repartirait soit avec Gendry pour oublier, soit retournerait à Braavos où elle endosserait définitivement la toge des 100 visages. Davos, s'il n'a pas été exécuté comme un des déserteurs de la bataille, rejoindrait les mers en tant que pirate désabusé. Pour finir, concernant Bran, je n'ai aucune idée de ce que veulent faire de lui Benioff et Weiss. Et même si je reste fan de la théorie qui voit Bran comme la personnification d'un maître de la lumière, omniscient et ayant une incidence sur le déroulement des événements, je crains qu'il ne serve plus à grand chose, sauf peut-être un dernier acte héroïque en prenant possession de Drogon pour sauver son frère ou éliminer Daenerys d'un bon vieux coup de croix à l'ancienne. Quoi qu'il en soit, je suis curieux de connaître vos théories ou ce que vous avez pensé de ce 5e épisode. Dites-moi de toute façon ce que vous attendez de la fin et quelle serait l'issue la moins désagréable que vous pensez crédible dimanche prochain. Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme à chaque fois, partagez à fond, cliquez sur la cloche et si mon travail vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez suivre l'actualité des séries en temps réel. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière analyse de Game of Thrones et je vous prépare ma critique de l'autre série que vous pouvez aussi trouver sur OCS, à savoir Tchernobyl. Merci à vous, n'oubliez pas, portez-vous bien, regardez des séries, jouez à volonté et je vous dis à très bientôt sur Séries et Jeux vidéo.